C'est bon, la technique? Oui, très bien. Allez, alors on démarre. Merci beaucoup de votre présence. Merci à toutes et à tous. Merci à ceux qui sont en visioconférence également. Et puisque je remercie, je veux remercier les élus aussi. Alors une petite délégation là qui est autour de moi et tous les élus de la commission qui ont participé à nos travaux, qui ont contribué à la restitution de ces travaux. Et remercie bien sûr l'équipe des administrateurs aussi du Sénat qui nous ont accompagnés. Alors, petit préambule. D'abord, vous rappelez l'importance du travail qui a été réalisé ces 6 derniers mois. On a fait 57 auditions, 110 personnes ont été entendues, et on a fait 4 déplacements aux Pays-Bas, à Interpol, dans les Émirats arabes unis et à Nanterre. Ce travail a permis à la commission d'enquête d'aborder tous les aspects d'un sujet qui était très large au départ, mais qu'on a réussi, je crois, à circonscrire. Celui du blanchiment de l'argent sale et des mécanismes de lutte dont nous disposons. Alors vous vous en doutez, ce travail s'inscrit dans la continuité des travaux qui ont été faits par nos collègues sénateurs Blanc et Durin sur le narcotrafic et qui ont donné lieu à la fameuse loi sur le narcotrafic, avec une volonté double, cependant, que je veux rappeler ici. D'abord, on avait la volonté de sortir du prisme du narcotrafic et au contraire élargir la recherche à l'ensemble des activités qui intéressent la criminalité organisée, aussi bien la traite des êtres humains que le trafic d'espèces protégées, la contrefaçon, le trafic d'œuvres d'art, de tabac, de plaques d'immatriculation, etc. Donc on a essayé d'élargir cette focale. Et la deuxième volonté qui était la nôtre, c'était de se focaliser sur le devenir de cet argent sale qui est produit par les multiples trafics pour évaluer les masses financières que cela représente, pour comprendre les mécanismes de blanchiment qui sont à l'œuvre et pour mesurer l'efficacité de la lutte qui est mise en œuvre contre la criminalité financière. Ça donne donc un rapport que nous vous présentons dans sa forme encore confidentielle telle qu'elle était jusqu'à hier, mais il sera désormais public. Un rapport intitulé « Ces milliards qui gangrènent la France ». Alors c'est un titre un peu choc, mais qui a l'avantage d'attirer l'attention, j'espère, sur le rapport. Un rapport de 350 pages à peu près, dont il faut retenir quelques points clés que je veux ici donner à votre sagacité. Le premier, peut-être, c'est que on s'aperçoit que le blanchiment, c'est le trafic le plus lucratif aujourd'hui en France. Ça représente, d'après les évaluations, entre 38 et 58 milliards d'euros par an dans notre pays. Et donc, c'est évidemment des masses financières très importantes. Et sur ces masses financières, la France ne parvient à récupérer que 2%. C'est-à-dire des sommes finalement très faibles au regard des flux financiers qui sont concernés. Le deuxième constat très frappant que nous faisons, c'est que la nécessité pour les criminels de blanchir les fonds expose notre démocratie, notre administration, notre économie à un risque de corruption, d'infiltration, de gangrène, c'est le terme que nous avons employé dans le titre de ce rapport, même si le mot est fort, il a l'avantage là aussi de nous alerter, qui rend le crime financier finalement beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît et qu'il n'en a l'air. Nous avons pris la mesure de l'interpénétration de l'économie souterraine et de l'économie légale, et je pense que ça apparaît bien dans le rapport. Et la question financière permet d'asseoir une emprise sur les territoires aux criminels, jusqu'à parfois même l'infiltration des marchés publics. C'est donc une espèce de forme d'empoisonnement invisible des démocraties qui doit nous alerter et faire de la lutte contre la délinquance financière et la corruption une priorité. Or, et c'est le troisième constat que nous avons fait, il n'y a pas vraiment de stratégie cohérente, nous semble-t-il, en matière de lutte contre le blanchiment. Le système consiste plutôt en une juxtaposition de dispositifs plus ou moins efficaces, mais il n'y a pas cette culture commune de lutte contre l'argent sale qu'il faudrait appeler de nos voeux. Alors, sur ces dispositifs,
on a essayé de décortiquer les choses. On s'aperçoit qu'on a des dispositifs préventifs qui s'appuient essentiellement sur l'obligation des professions assujetties de signaler à Tracfin tout soupçon de blanchiment dont elles auraient connaissance. Alors nous sommes penchés sur l'efficacité de ce cadre normatif, et elle est réelle, mais aussi sur les difficultés de sa mise en œuvre. Pour certaines professions, notamment du secteur non financier, on en entend parler aussi dans les médias. Vous avez vu que les avocats, par exemple, pour qui cette obligation vient parfois heurter le principe essentiel du secret professionnel auquel ils sont soumis par ailleurs, ou encore les antiquaires, par exemple, qui n'ont produit aucune déclaration de soupçon ces dernières années. À côté du cadre préventif, nous avons regardé l'arsenal répressif ambitieux qui est le nôtre, grâce notamment à la création depuis 2013 de la présomption de blanchiment. Mais nous avons observé aussi que la stratégie de lutte présente une mise en œuvre qui reste encore perfectible. Il y a des limites, et les limites sont celles-ci. D'abord, le cloisonnement des services, fameux travail en silo qu'on reproche souvent dans notre pays au fonctionnement de nos administrations. Et il est vrai qu'il y a des coordinations nécessaires, mais parfois difficiles, entre les services, entre les juridictions, etc. Il y a la question du manque de moyens humains. Là aussi, c'est vrai en matière policière ou judiciaire. Et ce manque de moyens humains tient aussi au fait que la matière économique et financière souffre d'une très faible attractivité, malheureusement pour les enquêteurs. Et puis il y a la question des moyens techniques qui, elle aussi, se pose, dont dépend à la fois notre capacité de renseignement, mais aussi de traitement des données, parce que c'est parfois des données en masse qu'il faut traiter, ou encore sur la question des cryptoactifs, évidemment, puisque ça fait partie des véhicules aujourd'hui du blanchiment qui sont utilisés. Et l'État, en plus, fait face à des criminels qui, eux, eh bien, ne se privent d'aucune technologie, aucune innovation possible, et au contraire ont toujours un coup d'avance sur nos services. Enfin, et j'en conclurai par là avant de céder la parole à Madame la rapporteure, nous avons abordé la dimension de la coopération internationale, qui est évidemment essentielle, puisque la délinquance financière ne connaît pas de frontières, évidemment. Et donc, là aussi, la délinquance financière recherche, à chaque fois qu'elle le peut, les États les moins coopératifs, et les solutions pour contrer le blanchiment ne peuvent qu'être internationales. Donc les initiatives se sont multipliées au niveau européen ces dernières années, mais on a encore besoin de temps et de travail. On a vu par exemple que l'AMLA, l'agence anti-blanchiment européenne, qui va naître, mettra certainement quelques années encore avant de devenir opérationnelle. Et on a vu qu'au-delà de l'Europe, les besoins sont réels de coopération judiciaire, de coopération policière ou douanière. J'en termine en vous disant donc que ce rapport nous permet de formuler 50 propositions et pistes d'amélioration, à la fois pour inverser donc un peu le logiciel qui est le nôtre, essayer d'aborder cette question de la culture de la lutte contre la délinquance financière et la mettre surtout au cœur de notre lutte contre la criminalité organisée, la poursuite de l'argent sale étant certainement le meilleur moyen de retirer l'intérêt, les profits à ces trafiquants, à ces trafics, et se sortir de ce risque de voir apparaître un écosystème mafieux dans notre pays. Alors je passe la parole tout de suite à Madame la rapporteure. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bon, le Président a tout dit, donc il va me rester le reste. Je veux aussi évidemment remercier notre équipe et remercier le Président qui est rentré dans ce sujet de plein pied. Et je dois dire que nous avons formé un binôme et aussi avec nos collègues et une commission qui s'inscrit, comme on l'a dit, mais c'est important de le répéter, dans la suite de celle qui a évidemment donné lieu à cette espèce de success story sur le piège des narcotrafics. En réalité, les narcotrafics ne représentent qu'un seul élément.
Et nous avons vu au cours de nos auditions que l'ensemble des services étaient particulièrement intéressés par cette vision à 360 degrés de la criminalité organisée. Car on a certes créé un parquet organisé, un parquet criminalité organisée, mais tout le reste tourne autour de cette criminalité qui est évidemment pluridisciplinaire. En réalité, les criminels sont pluridisciplinaires et le spectre ou la vision uniquement narcotrafic est évidemment très important parce que ça a créé réveil et sursaut. Mais ce n'est qu'un aspect. Et en réalité, vous allez le voir dans quelques minutes, c'est finalement un des secteurs qui n'est pas aussi lucratif que ça quand on regarde les autres secteurs de la criminalité. Donc, à ce moment précis, et vraiment au début de ce point presse, je voudrais saluer nos services, police, gendarmerie, douane, l'ensemble des personnes qui ont été entendues et qui ont été particulièrement intéressés par nos travaux et qui les ont justifiés au fur et à mesure des auditions. Il y a beaucoup d'auditions qui ont été en ligne. Et au fur et à mesure de nos auditions, on s'est rendu compte que finalement, cette vision à 360 était quelque part un peu attendue parce que la vision qu'on a en silo d'habitude, ou en espèce de saucissonnage des matières, ne correspond pas à la réalité de la criminalité. La réalité de la criminalité, c'est cette pluridisciplinarité. Les criminels font un peu de trafic de drogue, mais ils font un peu de contrefaçon, ils font du trafic de migrants, ils peuvent faire du trafic de plaques d'identité ou du trafic d'or. Enfin, je veux dire, rien ne les arrête et c'est ce sujet-là qu'on a voulu examiner et étudier. Donc, c'est 50 milliards volés aux contribuables, c'est 50 milliards... Alors, nos administrateurs... qui sont imprégnés du principe de précaution, nous ont dit, mais enfin, on manque d'évaluation, vous ne pouvez pas dire 50 milliards. Bon, ce n'est pas 50 milliards, c'est peut-être 48, c'est peut-être 56. Enfin, la masse est autour quand même de cette somme extrêmement importante qui correspond peu ou prou à ce qui manque au budget de la République. Donc ce serait quand même bien qu'on y travaille. Moi, je voudrais, avant de prendre un ou deux points particuliers, parce qu'évidemment, on ne va pas passer trop de temps sur l'ensemble de nos auditions, vous dire que la criminalité organisée, comme le financement du terrorisme, comme la délinquance financière, utilise le blanchiment. Le président l'a parfaitement dit. Et ce blanchiment, c'est la pierre angulaire, c'est le cœur des dispositifs de fraude. On aurait pu intituler notre rapport « 50 nuances de blanchiment ». C'était aussi le sujet, car les voies et moyens de blanchir vont de moyens ancestraux, comme la Walla par exemple, ou d'autres moyens, ou des moyens tout à fait ordinaires et classiques avec des billets de loterie, etc., jusqu'aux moyens les plus sophistiqués, et vous avez un éventail de dispositifs de blanchiment absolument phénoménal. Donc, cette question du blanchiment est au cœur des dispositifs. Et donc, les criminels utilisent les failles de nos dispositifs. Pas seulement les dispositifs légaux ou réglementaires, mais les dispositifs que nous avons en matière de fraude et d'évasion fiscale. Car voyez-vous, mesdames, messieurs, à partir du moment où on a des dispositifs qui sont défaillants en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, ils sont utilisés en même temps que le blanchiment pour trois types de dispositifs. L'enrichissement personnel, typiquement blanchiment de fraude fiscale, la criminalité organisée dont on a parlé, ou alors le financement du terrorisme. En réalité, ce sont les mêmes services, c'est la même tuyauterie qui va indistinctement pouvoir financer les uns et les autres. Alors, les failles du système en matière de fraude et d'évasion fiscale proviennent évidemment des territoires non coopératifs, proviennent des ports francs, proviennent aussi des failles de nos dispositifs, pour lequel on peut dire que les gouvernements qui se sont succédés depuis plusieurs années, parce que moi je travaille sur la fraude et l'évasion fiscale depuis les deux rapports d'Éric Bocquet de 2011-2012, je ne suis pas très sûre que les gouvernements, ces 10 ou 12 dernières années, aient mis la fraude et l'évasion fiscale en haut de leur agenda. Et tant qu'on aura des poches de dysfonctionnement, tant qu'on aura des territoires non coopératifs à ce point, tant qu'on aura des dispositifs qui sont faibles, alors on s'exposera évidemment au risque que les délinquants utilisent ces réseaux. Et vous voyez ce qui est en train de se passer, je fais une petite parenthèse, mais l'occasion est quand même trop belle, avec la fraude sur l'arbitrage des dividendes, où le rapporteur général, qu'on a quand même mis 5 ans à voter, un dispositif de lutte contre la fraude à l'arbitrage des dividendes,
le rapporteur, avec le dispositif qui a été publié au BOFIP, a été faire un contrôle sur pièce et sur place, et vous vous rendez compte qu'à la demande de la Fédération française des banques ou du système bancaire, le dispositif en place et les décrets d'application ont complètement renié ce que le législateur avait voté. Ce qui justifie et ce qui vous explique qu'à partir du moment où on a cette fraude et cette évasion fiscale, et c'est vraiment le sujet qu'il faut garder en ligne de mire, on a un environnement économique et fiscal qui est assez faible à cause de ces dispositifs. Par rapport à cet environnement suspicieux, ou en tous les cas propice à la criminalité, on a en réalité des dispositifs légaux et réglementaires français et européens qui sont plutôt solides. On a des services qui fonctionnent très bien, type Tracfin, on a des services de douane, des services de police, des services d'enquête qui fonctionnent très bien, dont on a vu les limites dans la proposition et la commission d'enquête sur les narcotrafics. Les limites qu'on a vues dans les narcotrafics sont évidemment multipliées dans notre commission d'enquête, puisqu'on traite plus de sujets. Et donc, vous voyez bien que quand les douaniers s'occupent de contrôler un port sur les problèmes de contrefaçon, par exemple, ils ne peuvent pas évidemment s'occuper des migrants, ils ne peuvent pas non plus s'occuper d'autres sujets, et que donc les gens n'ont pas le don d'ubiquité, et qu'évidemment, les failles qui ont été notées dans le rapport sur les narcotrafics se retrouvent évidemment dans le nôtre. Donc, moi, je vous y renverrai. Ce qui a été particulièrement intéressant, ça a été la basse intensité, parce qu'en réalité, je vais vous donner 3 lignes. Premièrement, fabrication de l'argent sale. La contrefaçon. La contrefaçon, c'est un sujet dont on ne parle jamais, ou très peu. Évidemment, il y a l'UNIFAB, le syndicat des fabricants, qui le parle. Alors, on pense que ça concerne que les produits de luxe, que s'acheter une chemise Lacoste ou qu'un sac de marque qui n'est pas tout à fait vrai ou qui est tombé du camion, c'est pas très grave. Mais en réalité, ça nourrit des réseaux entiers de criminalité. La contrefaçon, c'est 5 milliards pour la France. C'est 2,5% du commerce mondial, soit 652 milliards. La contrefaçon, c'est pas seulement des produits de luxe ou des vêtements, ça peut être des médicaments, ça peut être du dentifrice, ça peut être des plaquettes de frein, ça peut être des pièces détachées d'automobile ou des pièces détachées d'avion. Et des réseaux entiers, d'autant que finalement, les peines assorties pour la contrefaçon sont très faibles. Et donc finalement, la contrefaçon, c'est une criminalité qui a l'air d'une criminalité sans victime, mais qui en réalité est une criminalité qui fait des victimes, mais c'est surtout une criminalité à bas bruit. C'est vraiment un sujet dont il faut absolument s'emparer. Et notre rapport relève notamment qu'une proposition de loi qui visait à améliorer les dispositifs, notamment de répression, qui a été votée en 2021 à l'Assemblée nationale, est arrivée sur le bureau du Sénat depuis, où elle fait une sieste qu'il conviendrait d'interrompre, parce que ça fait 4 ans que le texte attend sa navette. Il est désormais un peu périmé, mais en tous les cas, on a besoin d'un texte sérieux sur la répression de la contrefaçon et aussi une très bonne information des consommateurs. Acheter un faux sac de marque ou acheter un faux vêtement, un vêtement contrefait, c'est contribuer à la criminalité. Les chiffres sont tous dans le rapport, je ne vais pas vous abrutir avec ça, mais c'est absolument effrayant et c'est très important. Alors, vous avez aussi le trafic de migrants. Là aussi, le trafic de migrants, c'est d'abord humainement un sujet absolument terrible. C'est 5 à 7 milliards de blanchiments par an. C'est énorme. Ça nourrit, en dehors de l'aspect humain qui est absolument terrible, ça nourrit aussi des filières extrêmement importantes qui, là aussi, entraînent des conséquences sociales, économiques, budgétaires et politiques, parce que vous voyez bien que le problème de l'immigration est un problème politique. Et donc, ces réseaux, en plus de nuire, et évidemment, de porter atteinte aux individus eux-mêmes qui en sont victimes, parce qu'il y a le trafic de migrants, mais il y a aussi le trafic sexuel, il y a les mariages forcés, se greffe là-dessus le trafic d'organes.
Donc vous voyez, c'est une criminalité qui est évidemment prise en compte par les instances internationales. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, celui des comptes publics et Tracfin ont décidé le 7 février dernier d'engager des dispositifs de lutte contre le trafic de migrants. Mais vous voyez, ça aussi, c'est une criminalité dont on ne voit que les effets et pour lequel il faudrait quand même s'occuper très sérieusement des causes. Et je crois que là, il y a un travail de fond à faire sur ce sujet. Et puis, vous avez aussi le trafic d'or, cher ami, chez toi et ailleurs. Vous avez aussi des trafics de plaques d'immatriculation. Vous avez des dizaines et des dizaines de moyens de faire de l'argent sale. Et une fois que vous avez fait l'argent, une fois que vous avez produit cet argent sale, alors il faut le blanchir. Et c'est là que le sujet devient extrêmement intéressant aussi, c'est que qu'est-ce qu'on fait de cet argent sale? On le blanchit. Bien, on le blanchit comment? On le blanchit grâce à un certain nombre d'outils qui peuvent être extrêmement sophistiqués ou alors totalement simples. On a vu la Walla, comme on l'avait vu évidemment dans le texte sur les narcotrafics. On a aussi des entreprises éphémères, c'est-à-dire des entreprises qui n'existent que pour frauder, fraude au carrousel et autres dysfonctionnements et criminalités qu'on connaît très bien. Donc nous avons énormément de propositions qui concernent ces entreprises éphémères, avec, mesdames, messieurs, des surprises quand même. Avec des surprises, parce que donc cette entreprise va se constituer. Donc les greffes ne peuvent pas contrôler toutes les pièces d'identité, on n'a pas les moyens. Et on se fracasse sur le texte, sur la simplification et sur les principes de simplification. C'est-à-dire qu'il faut qu'un chef d'entreprise qui veut créer son entreprise puisse avoir son cabis, c'est-à-dire son permis de conduire, le plus vite possible. Et donc, il faut qu'en même temps, on puisse contrôler les documents qui sont joints. Donc ça nous met sur deux sujets importants, les domiciliations, les entreprises de domiciliation qui doivent être mieux contrôlées, et puis aussi les problèmes qui sont liés au compte bancaire, à l'identité des dirigeants, puisqu'on a évidemment beaucoup de difficultés, et puis on a appris au détour d'une audition que les entreprises n'avaient pas à déclarer les comptes qu'elles avaient à l'étranger, ce qui est quand même une légère anomalie, puisque les personnes physiques, comme vous le savez, doivent déclarer les comptes qu'elles ont à l'étranger. Et c'est évidemment pas le cas des entreprises, ce que nous ne savions finalement pas et que nous avons découvert. Donc on a aussi beaucoup de dispositifs pour que, à la fois, on ne gêne pas la création d'entreprises et le dynamisme économique qui est nécessaire, mais qu'en même temps, on essaye d'avoir plus de garanties. Alors on a eu plusieurs travaux avec un livre blanc du Conseil national des greffes, notamment extrêmement pertinent et efficace. On va essayer, dans une proposition de loi à venir, de maintenant essayer de mettre tout ça en musique. Donc dans les moyens, ce sont ces entreprises éphémères, c'est la Walla dont on a déjà parlé. Ça peut être aussi des cryptoactifs. Alors on a un très long développement sur les cryptoactifs, on a fait beaucoup d'auditions sur le sujet. Et en fait, l'opacité initiale que les cryptoactifs peuvent procurer n'est en réalité que provisoire, car les uns ou les autres de nos services, surtout les uns, sont capables de détricoter la blockchain et revenir évidemment à l'identité du porteur initial. Ça peut prendre du temps, mais il existe des outils, des logiciels spécialisés. Et là, on a eu une autre surprise. C'est que nos services, voire des ministères, voire à l'intérieur des ministères, utilisent des outils incompatibles entre eux. Comme ça, pour communiquer les éléments qu'on trouve, c'est quand même pas très pratique. Donc évidemment, il s'agit d'harmoniser maintenant, d'avoir par exemple un appel d'offres global sur un outil qui sera le même à la fois pour l'ensemble des ministères et si possible à l'intérieur du même ministère aussi, puisque vous comprenez bien que tous ces éléments de détricotage de la blockchain sont évidemment extrêmement importants compte tenu de l'immédiateté des transactions, mais aussi du fait que les cryptoactifs sont utilisés. Quand on est allé chez Europol,
les spécialistes de la matière nous ont expliqué que 100% des dossiers de criminalité organisée utilisaient des cryptoactifs, pas 90, en tout ou partie, pas forcément complètement, mais en tout. Ça veut dire que ces cryptoactifs donnent le sentiment de sécurité, voire d'impunité, mais il faut savoir qu'à court ou à moyen ou à court terme, plutôt moyen terme, la blockchain est en fait une garantie. Donc on est revenu un peu sur l'idée que ces cryptoactifs étaient l'alpha et l'oméga du blanchiment. C'est utilisé, mais c'est détricotable. Bon, évidemment, le texte sur les narcos a interdit les mixeurs, mais enfin, si on ne mixe pas ici, on mixera ailleurs. Et on a précisément ces outils. D'ailleurs, je voudrais saluer les responsables du département qui s'occupe des cryptoactifs chez Europol, où nous avons un représentant français qui fait qui est à l'honneur de la France et qui est absolument extraordinaire, parce que tout le monde vient chez lui pour apprendre à détricoter la blockchain. Donc, vous voyez, là, on a des propositions extrêmement concrètes qui proviennent des auditions qu'on a eues, des moyens les plus ordinaires, typiquement les entreprises éphémères, jusqu'aux moyens de technologie les plus avancés, parce qu'entre deux, on a un océan d'outils. Cher monsieur, vous gagnez au loto ou au grattage 250 €. Moi, je suis posté à côté. Je vous en donne 270 en espèces. Vous me donnez votre ticket gagnant et moi, j'ai blanchi 250 €. Vous voyez ? Et ça marche très bien. Ça fonctionne très bien. Plutôt des réseaux communautaires. Mais ça fonctionne toujours très bien. Donc vous voyez, on a cet éventail de 50 nuances de blanchiment tout à fait intéressant. Et puis, donc on a vu la fabrication de l'argent sale. Vous allez voir ça dans le rapport. C'est vraiment extrêmement intéressant et extrêmement varié. Le blanchiment, c'est comment cet argent sale va rentrer dans l'économie. Et ça fait quand même très peur. On n'est pas dans l'engrenage, mais quand même ça y ressemble. C'est-à-dire que par les entreprises éphémères, on touche des secteurs spécialisés, type restauration, BTP, etc., qui utilisent beaucoup de cash. On a donc là une criminalité. Et puis, on a avec ce cash une corruption qui est endémique et qui pose des problèmes donc, dans quasiment tous les secteurs, y compris les marchés publics. Parce que, évidemment, la fraude supplémentaire, je dirais presque la plus simple, c'est la fraude aux aides publiques. Là, alors, c'est formidable, parce que le système français est un aimant à fraudeurs, puisque d'abord, on donne des subventions et après, on contrôle. Donc là, il faut vraiment inverser le logiciel. On l'a vu pour, vous avez aimé les quotas carbone, vous allez adorer MaPrimeRénov' et tout ce qui s'ensuit, les aides au chômage partiel, etc. Vous avez bien vu comment les dispositifs se mettent en place. On a des dispositifs d'urgence, on se rend compte du dysfonctionnement et on contrôle après. Donc il y a une somme extrêmement importante, je crois qu'elle est d'à peu près 20 milliards de fraude aux aides publiques par an. Dans la situation budgétaire dans laquelle on est, je pense que ce n'est pas acceptable. Mais on en était au sujet de corruption, qui touche évidemment à peu près tous les milieux, et on l'a vu, mais des secteurs particuliers. Donc on a aussi évidemment des propositions, et notamment de l'Agence française anticorruption, AFA, parce que les seuils de la loi Sapin ont semblé à la Commission trop élevés. Donc on propose de réduire ces seuils de façon à ce que plus d'entreprises soient soumises aux règles de la loi Sapin. Ça nous semblait intéressant et ça nous semblait utile pour beaucoup de choses, y compris pour la communication et pour la connaissance des risques de corruption. Parce que l'information auprès d'un certain nombre de secteurs ne se fait pas de la même façon selon que vous êtes soumis à l'AFA ou pas. Et donc le fait d'élargir l'assiette des gens qui sont soumis à l'AFA va permettre une meilleure sensibilisation du sujet. Et puis cet argent sale, il peut être blanchi évidemment à l'étranger. Alors là, il faut rendre un hommage particulier à nos services qui traquent les valises de billets,
puisque pendant nos auditions, on a eu une information qu'un trafiquant, Gare du Nord, avait été arrêté avec 400 000 € en cash, ce qui est quand même une somme non négligeable. Mais nos services nous ont dit que chaque jour, ils arrêtaient des mules, donc pas seulement des mules qui portent de la drogue, mais des mules qui portent des valises de billets, parce qu'il n'y a jamais eu autant de cash en circulation nulle part. Et donc aujourd'hui, il faut l'écouler. Donc il faut blanchir et il faut réintroduire cet argent. Donc cette fabrication d'argent sale est extrêmement florissante. Les outils de réinsertion, enfin de réinjection dans l'économie réelle ne sont pas au niveau de la fraude et de ces services de blanchiment. Et on a sur ces deux aspects beaucoup de propositions concernant la formation. Donc vous avez vu que sur, par exemple, la contrefaçon, c'est plutôt pour le consommateur, que sur les problèmes des cryptoactifs, c'est plutôt l'ensemble des acteurs. Sur la corruption, c'est l'ensemble des services économiques et des entreprises sur lesquels il faut essayer d'améliorer les dispositifs. Et puis, on a une criminalité qui, évidemment, se joue des frontières. Alors, on a des territoires non coopératifs. On a parlé tout à l'heure de fraude fiscale, d'évasion fiscale, de port franc, etc., et de paradis fiscaux. On a donc des circuits de blanchiment tout à fait intéressants. On nous a beaucoup cité le Maroc, on a cité Israël à de très nombreuses reprises. On a aussi cité, évidemment, les Émirats arabes unis où nous nous sommes rendus pour constater les efforts qui avaient été faits. Ils sont tous listés et vous avez vu qu'un narcotrafiquant a été extradé hier. Je ne crois pas que ça ait un lien avec notre conférence de presse, mais entre le 12 et le 25 mai, 5 décisions d'extradition ont été prises contre des ressortissants du haut du spectre, c'est-à-dire des cibles recherchées, dont 2 définitives. Et je pense que l'extradition qui a été annoncée par Gérald Darmanin hier fait partie des 2 dont les procédures sont définitives. Alors, sur ce point, parce que tout le monde entend parler de ce qui se passe aux Émirats et notamment à Dubaï, je pense qu'il takes 2 for tango. Et je vais quand même vous donner une information que nous avons eue pendant nos auditions. On a vu beaucoup de marchands de biens, dont un nous a indiqué qu'il avait des clients français qui achetaient chaque semaine, en cash ou en crypto, des biens immobiliers à Dubaï. C'est normal, on paye trop d'impôts en France. Finalement, si on achète des choses aux Émirats, c'est pas grave. Juste oublier le blanchiment de fraude fiscale, c'est un détail. Alors l'affaire ne s'arrête pas là, parce qu'il achète par téléphone. Jusque-là, c'est pas très grave. Mais il achète des biens presque chaque semaine, en cash ou en crypto, en téléphone, de sa cellule au Beaumet. Et là, ça devient quand même un tout petit peu plus compliqué et un petit peu moins acceptable. Mais pour le marchand de biens français qui était là-bas, ça lui semblait absolument normal. Enfin, il voyait absolument pas le problème de ce. Donc, si vous voulez, on va pouvoir resserrer absolument toutes les mailles. Vous voyez bien que les problèmes, évidemment, s'interfèrent et s'interpénètrent, si je peux dire, et que les mesures qui vont être prises pour sécuriser les lieux d'incarcération, pour supprimer les téléphones, pour éviter ceci, éviter cela, etc. La boucle se boucle, c'est-à-dire que les gens, enfin ces personnes, puisqu'a priori ils étaient plusieurs, ben, enfin, ça avait l'air totalement normal de faire de l'immobilier à Dubaï depuis sa cellule au Beaumet. Bon, nous, on a mis un petit moment à se remettre, mais parce que franchement, si vous voulez, là, vous avez la quadrature du cercle. C'est-à-dire que vous avez vraiment l'ensemble des paramètres, c'est-à-dire quelqu'un qui est délinquant, qui a été repéré, condamné et qui est incarcéré, et qui continue à bénéficier du produit de sa criminalité au téléphone. Alors là, évidemment, les autorités émiriennes, ils sont pour rien. Si des délinquants français gardent on ne peut pas leur reprocher quoi que ce soit. Bon. Donc vous voyez un peu l'étendue des problèmes. Et puis le président vous l'a dit, on a failli intituler notre rapport, à part 50 milliards dont on n'a pas voulu. À un moment, l'affaire de 2% nous a effleurés.
parce que sur les dizaines de milliards détournés, volés aux contribuables, volés au trésor public, on n'en récupère que 2%. Et ça, c'est quand même pas beaucoup. Et donc, le texte sur les narcotrafics a déjà, évidemment, pris un certain nombre de dispositifs, dont notre commission d'enquête considère qu'il est extrêmement important d'assurer le suivi, de façon à ce qu'il ne nous arrive pas des choses désagréables comme sur la fraude à l'arbitrage et dividendes. Donc il va falloir du suivi et nous, on s'inscrit complètement dans cette démarche, mais il va falloir améliorer les dispositifs. Alors, évidemment, vous comprenez bien que des mois d'enquête supposent, si on ne veut pas annoncer un texte, ça suppose qu'on soit plutôt concis et que je vous laisse la parole après. Mais le point qui est important, en dehors de tout ce que je vous ai dit, en dehors de la fraude fiscale, de sa lutte qui doit être une priorité, de la sensibilisation, de la formation, notamment sur les sujets de cryptoactifs, de high-tech, etc., mais pas seulement, c'est une culture de l'aspect financier des affaires. C'est-à-dire qu'il faut voir les dossiers quand ils arrivent d'une manière globale et sous l'angle financier. Or, il s'est avéré qu'au cours de nos auditions, on a beaucoup dit, mais finalement, l'aspect financier n'apparaît pas toujours. On regarde l'infraction, mais on ne regarde pas ce qu'elle produit. On regarde la victime et c'est heureux, mais on ne regarde pas ce qu'elle produit. Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure, et puisqu'on est que la criminalité autour du hijacking et de ce qui se passe avec les responsables de crypto aujourd'hui pour leur piquer leurs clés, j'espère qu'ils ont bien écouté qu'on allait les retrouver. Bon. Donc, sur l'aspect financier qui est extrêmement important, c'est toute une culture de cette criminalité et de l'argent qu'elle produit et qui est utilisé comme réinvestissement dans les circuits criminels. Comme je vous l'ai dit, il y a à peu près 3 utilisations. Il y a l'enrichissement personnel, il y a remettre dessous dans le bastringue de la criminalité organisée, et après, sporadiquement, ça peut être du financement du terrorisme. Donc, il faut absolument que les magistrats, que les policiers, que l'ensemble des chaînes qui sont concernées aient cette vision financière des dossiers. Et puis, il faut comprendre que il faut aussi, et ça fait partie des propositions qu'on a faites, instaurer un certain nombre de dispositifs pour pouvoir saisir les actifs des criminels plus vite et mieux. Le temps des magistrats n'est pas le temps des criminels. Le temps des saisies n'est pas le temps de la dispersion des patrimoines. Et le delta, la différence de rythme entre les criminels qui peuvent dépenser ou faire fuir leur patrimoine et les magistrats qui vont pouvoir les saisir, le gap est vraiment trop long. Là, il faut vraiment trouver des procédures qui soient conformes au droit, etc. Il n'y a évidemment pas de difficulté, mais il faut raccourcir complètement les dispositifs, parce que là, ça ne peut pas... finalement, la justice n'est pas toujours capable de saisir, on a vu la Grasc, etc. Mais il faut arriver à avoir cette philosophie et cette pratique d'aller viser. Ça suppose aussi une enquête patrimoniale qui soit bien faite ab initio et une enquête patrimoniale post-sententielle. C'est pas parce que l'affaire est terminée qu'il ne faut pas continuer à fouiller dans les patrimoines. Alors, des délinquants, des familles et de tout ce qui est l'entourage qui a pu bénéficier des fonds criminels. Donc c'est très très important. Et les services d'Europol nous ont aussi poussé à imaginer des dispositifs de meilleure communication. Et nous disent, vous avez un dossier qui est clôturé, qui a été jugé, qui est terminé, vous l'archivez. Mais nous, votre dossier, il comporte des enquêtes, il comporte des auditions, il comporte des perquisitions, il comporte des pièces. Pour vous, il n'a plus aucune espèce d'utilité, mais nous, chez Interpol,
si on a ce dossier, vous ne savez pas ce qu'on peut y trouver. Nous, au demeurant, pas vraiment, mais il est hautement probable que les données qui sont, dans le cadre des auditions, des PV, etc., qui ont donné lieu à la condamnation définitive de votre délinquant en France, peut nous aider à remonter des réseaux en Belgique, en Italie ou ailleurs. Alors c'est évidemment le cas pour les trafics de migrants, mais pas seulement. Vous savez que la criminalité, comme on l'a dit 18 fois, se joue des frontières. Et donc il va falloir travailler sur ce renseignement judiciaire, parce qu'évidemment on ne va pas leur donner n'importe quoi, mais c'est un sujet extrêmement intéressant. Donc tout l'aspect enquête patrimoniale plus poussée et cet aspect renseignement judiciaire, parce que de toute façon, mesdames, messieurs, c'est dans le partage du renseignement qu'on arrivera à améliorer l'ensemble des dispositifs. Avec, encore une fois, une chaîne pénale qui s'est améliorée maintenant avec la création du parquet criminalité organisée, qu'il va falloir coordonner avec le parquet national financier, avec la Junalco qui va être absorbée. Il va falloir du tuilage, tout ça va prendre du temps. Et puis, je vais en finir là pour vous laisser évidemment nous poser quelques questions. Il va falloir des budgets. Il va falloir des budgets pour équiper nos services de moyens de haute technologie à la hauteur des moyens des criminels. Il va falloir plus de monde pour les enquêtes. Il va falloir plus de magistrats. Dans la période dans laquelle on est, je ne suis pas sûre qu'on y arrive. Mais on y arrivera d'autant moins qu'on continuera à être mou du genou sur la lutte contre la fraude fiscale, parce que c'est quand même de l'argent qui est volé aux contribuables régulièrement. Donc, toute cette criminalité est évidemment extrêmement dommageable au tissu social. C'est vraiment un crime démocratique, c'est aussi un crime économique. Dans la situation budgétaire dans laquelle on est, c'est d'autant plus inadmissible que c'est de l'argent qui manque à la société, que nous, on est désormais prêts à déposer une proposition de loi qui va reprendre les dispositifs que nous avons identifiés et qui sont très nombreux, parce que nous avons 50 dispositifs qui sont dans l'essentiel que vous avez, mais on a aussi des dispositifs de conséquences, c'est-à-dire qui viennent immédiatement après les auditions ou qui découlent des premières propositions, pour lesquelles on n'a pas eu d'audition vraiment, donc elles ne peuvent pas figurer complètement dans les propositions de la commission d'enquête, puisqu'on n'a pas eu d'audition spécifique sur le sujet, mais qui sont que vous verrez dans le rapport, qui sont des propositions de conséquences. Et celles-là feront partie, évidemment, d'une proposition de loi à venir, sachant qu'il appartient à chacun de lutter contre cette criminalité. Tracfin, qui est notre service de renseignement financier, fait un travail remarquable, y compris à l'international. Je pense qu'à un moment, le secret professionnel des uns et des autres doit être mis en balance avec l'ordre public, et que, le président l'a dit, les notaires font 4500 ou 4600 déclarations de soupçons, 4024 cette année, donc c'est quand même très important. Les casinos en font aussi, 2175, hein, c'est pas neutre. Et puis, les commerçants, on n'a pas parlé de l'or, mais bon, vous allez peut-être me poser des questions là-dessus. Alors, les agents sportifs, quand même, je vais quand même en dire un mot. Parce qu'il y a énormément de blanchiment dans le sport. Ça pourrait être une commission d'enquête à elle toute seule. Là, il y a quand même un sujet. On était sur les dernières années à plusieurs dizaines de milliards de blanchiment sur les agents sportifs. Donc ça va être un sujet. On n'a pas parlé des jeux, mais vous aviez compris que c'était un sujet de fragilité. Les professionnels de l'immobilier, on en a parlé. La fraude dans le domaine de l'art a été examinée avec beaucoup d'attention. Je vais quand même vous en dire un mot, parce qu'évidemment, en parlant sans notes, c'est le risque. Alors, nos auditions ont été effrayantes. Alors, pas du tout comme ce marchand de biens avec son client en prison, mais avec des sujets très importants.
comme notamment l'altération des pièces pour pas qu'elles soient reconnues. C'est-à-dire que vous pouvez avoir sur le marché des pièces dont l'intégrité physique, j'allais dire, est parfaite et qui sont détériorées pour ne pas être identifiées. Il en va des tableaux qui peuvent être découpés, mais aussi de statues, de pièces de mosaïque ou d'autres, qui peuvent être endommagées volontairement. Donc c'est déjà des œuvres qui ont traversé des siècles. Et pour le bien, enfin pour le mal d'une criminalité, d'un blanchiment ou d'une fraude, on va en altérer l'intégrité pour pouvoir mieux la vendre dans une telle défense. Alors on a plusieurs propositions à ce sujet qui sont quand même très intéressantes. C'est que les déclarations Tracfin ne portent plus uniquement sur l'origine des fonds, mais aussi sur l'origine du bien. C'est-à-dire que si le marchand, si la salle des ventes, si le commissaire-priseur a un doute sur l'origine du bien qu'il a en vente, il pourra faire une déclaration à Tracfin, ça sera le même circuit, et puis un dispositif de retard dans le transfert de propriété en dehors du coup de marteau qui d'habitude en fait l'objet. Et puis et les avocats font 15 déclarations de soupçon, c'est pour ça qu'ils doivent être fâchés. Voilà, donc les agents sportifs en font zéro. Je voulais dire un mot des agents sportifs qui font zéro déclaration alors qu'on a classé, on a environ 114 milliards sur ces dernières années. Là, je crois qu'il va falloir vraiment regarder comment ça fonctionne. Donc voilà, je vous ai fait un petit inventaire à l'après-vert avec énormément de propositions, avec des montants en jeu qui sont vraiment très importants. Avec des services de police, de justice, du renseignement qui sont absolument exceptionnels, qui fonctionnent aussi évidemment de façon européenne et internationale, avec un parquet européen tout à fait formidable. Tout ça nécessite maintenant plus de moyens, plus de coordination, plus de vision globale, c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Donc on amplifie le travail de la commission d'enquête sur le narcotrafic. Je crois que c'est important de vraiment se situer dans cette ligne, avec un inventaire à l'après-vert, malheureusement, à la fois de la fabrique de l'argent sale, mais aussi des moyens de le blanchir. Et donc, je crois que c'est important pour la sécurité, mais aussi pour nos finances publiques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour, Romain David pour Public Sénat. Je me demandais si les propositions que vous formulez, c'est un peu ça pourrait être la colonne vertébrale d'une future PPL, ou on est plutôt sur des mesures d'ordre réglementaire ou budgétaire? Bon, on fera le tri. Il y aura une PPL, c'est sûr, parce qu'on a beaucoup de dispositifs législatifs. On a des mesures réglementaires. On a aussi des mesures de bon sens. Par exemple, en ce qui concerne la corruption, je vais vous donner des mesures qui sont ni législatives ni réglementaires, qui ressemblent à Homeland ou Engrenage ou ce que vous voulez, c'est-à-dire sceller les ports USB de façon à ce qu'on ne puisse pas mettre une clé et voler un fichier. On a eu beaucoup de cas de corruption de gens qui interrogent des fichiers pour avoir des renseignements qui vendent par ailleurs. Donc il y a tout un tas de systèmes qui consistent à avoir un petit logiciel qui vous dit qui ouvre l'ordinateur, à quelle heure et dans quelles conditions, si c'est possible de le faire. Donc si vous voulez, ça sont des mesures de bon sens. Les mesures sur la contrefaçon, c'est du législatif, mais c'est aussi de l'information. C'est de l'information du consommateur. Encore une fois, text two for tango. Si vous n'avez pas d'acheteur, voilà, vous n'avez pas de vendeur. Donc là, il y a aussi une mise en garde du consommateur, parce que les produits sur Internet peuvent être tout à fait dangereux pour la santé. Et je ne parle pas évidemment des pièces détachées de voitures ou d'ailleurs. Donc ce sera, de mon point de vue, enfin d'une autre d'ailleurs, une proposition de loi. Il y aura aussi des mesures réglementaires et puis des mesures de bon sens, comme des codes de bonne pratique, etc., qu'on a identifiés et qui apparemment manquent dans les dispositifs tels qu'ils sont en place actuellement. Judith Chétrit pour Politico. Peut-être pour rebondir, quand vous disiez mesures réglementaires, est-ce qu'il y en a peut-être certaines qui sont déjà en cours de préparation dans les administrations?
Alors ça, je ne peux pas vous dire. Il y en a probablement qui ont été identifiés, qui feront peut-être doublon dans le texte sur les narcotrafics et qui avaient été identifiés à ce moment-là. Là, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas le sentiment. Il y a des mesures de tuilage, par exemple, pour la mise en place du parquet criminalité organisée, qui sont naturellement en place. Mais je ne suis pas sûre. Si vous voulez, la difficulté qu'on a, en règle générale, que ce soit pour ça comme pour le reste, c'est la vision globale. C'est-à-dire que ce travail en tuyau d'orgue est une des caractéristiques du système qu'on a dans ce pays. Et c'est extrêmement compliqué. Chaque administration étant quand même chauvin de ses informations et de son système, c'est ça c'est la communication et c'est ce qui a été d'ailleurs indiqué dans le texte sur les narcotrafics qu'on retrouve évidemment ici, mais multiplié. Donc je pense que on va proposer quelque chose de plus global, mais qui a aussi des comportements. Et par exemple, il y a des services de police qui ont instauré eux-mêmes un certain nombre de dispositifs de communication. Et ça dépend plus que des hommes et des femmes qui les animent, qui peuvent avoir des idées ou des initiatives. Il y en a plusieurs dans le rapport qui sont très très intéressantes et qui peuvent être dupliquées. Mais si vous voulez, la criminalité est tellement endogène, elle est tellement polymorphe, que si on ne met pas en place un plan global et qu'on continue à faire du pointillisme en faisant une mesure ici, une mesure là, on ne va pas y arriver. Il faut vraiment un plan d'ensemble. C'est ce qu'on a essayé on a démontré, on n'a pas proposé un plan d'ensemble, mais on a démontré la nécessité d'un plan d'ensemble dans le travail qu'on a fait avec cette commission d'enquête. Mais donc ce serait plusieurs propositions de loi ou un projet de loi. Enfin, si on voit la richesse justement de vos propositions, quand on voit la corruption... Il y en a plusieurs, c'est sûr. Mais vous voyez, quand la prochaine, c'est plutôt entreprise éphémère. Ça, c'est tout de suite. Ouais, mais il y a aussi des mesures qui sont budgétaires. Mais les entreprises éphémères... D'ailleurs, on avait voté au Sénat... les notables vieillissants parlent d'eux dans leur discours, ce disait Robert Badinter. Donc, à mon initiative, nous avons voté pendant le PLFSS un certain nombre de dispositifs, notamment pour prévoir une définition de l'entreprise éphémère. Bon, ça a sauté pendant la commission mixte paritaire, mais ça fait plusieurs années que le sujet ne nous est pas tombé du ciel, on ne l'a pas découvert comme ça. Bon, sur le texte sur les narcotrafics, on avait déposé un amendement sur le fait de donner au greffe plus de moyens pour contrôler les pièces d'identité, notamment étrangères. On n'a pas parlé de la fraude à l'identité, tout ça qui est absolument massive. Bon. Qui a été retoqué avec un refus du rapporteur et un avis défavorable du gouvernement, mais ils vont sûrement changer d'avis. Voilà, donc c'est arrivé. Et sur le texte sur toutes les fraudes, enfin, petit texte sur toutes les fraudes, enfin un texte symbolique sur toutes les fraudes, enfin un texte. On avait proposé, là c'est tombé article 45 comme si ça ne concernait pas la fraude. Donc par exemple, il y aura des occasions. Donc s'il y a une occasion, il y a un but. Je veux dire, s'il y a un texte qui passe, il faut le mettre. Mais je pense qu'il y aura un dispositif sur les entreprises, il y aura un dispositif financier, ça c'est extrêmement important, et sur la corruption. Et puis après, au fur et à mesure... Par exemple, le texte sur les dispositifs nécessaires sur la contrefaçon. Vous avez le texte de Blanchet, qui dort depuis 3 ans, quelque part ici. Alors, il faut le ressusciter, il faut lui faire un petit lifting, il faut améliorer les dispositifs, parce que ce qu'il a prévu il y a 3 ans, c'est complètement périmé, mais voilà un véhicule. Donc, on a déjà un texte voté à l'Assemblée, il faut l'améliorer maintenant, de façon à ce qu'on ait un dispositif de lutte contre la contrefaçon qui ressemble un peu à quelque chose, et vraiment se dégager de l'idée que ça ne concerne que le luxe. C'est 26 milliards par an le luxe, mais tout le reste est extrêmement dangereux. Donc on a le texte de Blanchet, essayons, comme je vous l'ai dit, de le ressusciter. Donc il y a peut-être des choses en cours de route qui peuvent nous servir de véhicule, mais il ne vous a pas échappé que notre activité parlementaire était réduite aux acquets. Et juste dernière question, vous évoquez le fait de diminuer les seuils de la loi Sapin 2, c'est 500 salariés, 100 millions de chiffre d'affaires. Oui. Vous proposiez quel seuil? Je crois qu'on a diminué de moitié. Je n'ai plus en tête, mais enfin, il faut qu'on évalue. Parce que là aussi, c'est un des gros problèmes. C'est bien que vous me disiez ça. Parce qu'en général, on vote des mesures, on les évalue après. Donc il faut qu'on voit avec l'AFA, il faut qu'on voit avec les entreprises, etc. À partir de quel seuil, jusqu'à quel seuil on peut descendre. Mais il faut descendre le seuil. Il n'y a pas suffisamment d'entreprises parce que la corruption telle qu'elle est visée par l'AFA concerne des entreprises, et parfois des entreprises familiales, parfois du commerce local, comme on le voit dans certains territoires, notamment
insulaire. Bon, il n'y a pas que l'opération Diamant et tout le reste, mais il y a ce sujet-là, et je pense qu'il faut évaluer avant de fixer le seuil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le législateur fixe un seuil au doigt mouillé. On a assez légiféré au doigt mouillé, je pense qu'on a vu les résultats. Là, il faut qu'on ait une évaluation et qu'on travaille avec les services, mais il faut diminuer le seuil. Et puis, en dehors des préconisations de l'AFA, il faut aussi que les préconisations de l'AFA, pour peu qu'elles ne le soient pas suffisamment encore, ruissellent vers les entreprises, les chambres de commerce, etc., et les praticiens et les commerçants de plus en plus bas. Enfin, même si c'est pas complètement, si les entreprises ne sont pas directement soumises à l'AFA, il faut que les pratiques, elles, soient mieux connues et partagées, que ça devienne une pratique plus courante de précaution, parce que ce sujet de corruption, on l'a vu en prison avec les narcos, mais c'est aussi pareil dans les administrations, les consultations de fichiers, avec tout ce que ça comporte de gangstérisation d'une partie de la société. C'est vers ça qu'on peut aller, et c'est ce qu'on voudrait éviter par une prise en main qui n'est pas seulement pénale, qui est vraiment de considération de cet ensemble de dispositifs qu'il faut maintenant, auxquels il faut maintenant adhérer. Geoffroy Antoine pour le journal du dimanche. Sur la question des crypto-actifs, du blanchiment par crypto, beaucoup d'enquêteurs spécialisés se plaignent du peu, voire de l'absence totale de coopération des plateformes, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient étrangères. Est-ce que des dispositifs de coercition pourraient être appliqués vis-à-vis de ces plateformes ? Vous avez vu le résultat dans le texte sur les narcos, mais les plateformes de crypto, c'est pas non plus les messageries. Il y a eu des messageries qui ont été cassées par Europol parce que la criminalité était telle. Donc, si vous voulez, on a des problèmes techniques. Il y a l'affaire des backdoors, de tout le reste. Bon, là, c'est différent. Mais en réalité, en ce qui concerne les crypto-actifs, de ce qu'on a tous les uns et les autres compris de nos auditions, c'est que vous avez des services, certes, comme Chain Analysis ou d'autres, qui décryptent les cryptos. Et qu'en réalité, la blockchain est un outil parfaitement traçable, que ça prend un peu de temps, mais que c'est traçable. Donc il faut peut-être sortir d'une idée qu'on a pu avoir à un moment. Ça crée une opacité, ça peut même en créer beaucoup, parce qu'il y a des mixeurs ailleurs, etc. etc. Mais moi, je pense que ce qu'il faut, c'est former les gens, former nos agents, former... On nous a donné un exemple, par exemple, dans une audition d'enquêteurs en province. Il faut qu'ils sachent que s'ils retournent un tiroir à l'ancienne sur lequel il y a un sparadrap avec une série de nombres, c'est pas forcément les dates d'anniversaire. Ça peut être une clé, etc. C'est-à-dire qu'il faut que nos services se familiarisent avec ce sujet. Et quand je dis les services, je parle aussi des parlementaires, parce qu'on a le règlement MICA, on a tout un tas de choses à transcrire et puis à réguler ou pas. Il faut qu'on s'approprie ces sujets-là. Moi, cette commission d'enquête m'a permis de bien comprendre, nous a permis de bien comprendre tous le décryptage des cryptos, etc. Mais ce qu'il faut, c'est que les services aient les mêmes outils de décryptage, et dans ces cas-là, les partages de données vont se faire mieux. Donc, on a une proposition, mais elle est d'envisager, de mettre autour de la table les responsables pour obtenir, de la part des messageries cryptées notamment, des réponses aux réquisitions. Ce qui n'est pas une backdoor, ce qui n'est pas, etc. La formulation précise, je ne l'ai pas en tête, elle est parfaitement prudente, parce qu'il y a des problèmes techniques aussi, tout simplement, et qu'on ne va pas remettre le débat sur le fait de casser des outils qu'on ne maîtrise pas complètement. Mais quand il y a des réquisitions, quand il y a de la criminalité en jeu, il va falloir trouver le moyen de moyenner les réponses. Ce que nous ont dit les gens d'Interpol, nous on ne veut pas de backdoor, on veut une front door, on veut des réponses. Voilà.
C'est entendable, ça ne peut pas être une zone de non-droit non plus. Mais ce qui a été entendable, prouvé, démontré dans les textes qu'on a votés récemment, etc., et parfois contradictoire d'ailleurs, c'est que la technique, la technologie s'oppose manifestement à ces backdoors pour des raisons purement pratico-pratiques et techniques. Donc on ne va pas remettre le couvert sur un sujet qui a été traité et qui a été très polémique et pour lequel... Mais là aussi, si vous voulez, si on est mieux formé, si on comprend mieux ce qui se passe, il y a les notables vieillissants. Bon. Il y a 10 ans, je présidais une commission d'enquête sur les réseaux djihadistes. Et les propositions, c'était il faut couper Internet, il faut fermer les sites, il faut interdire Facebook, il faut contrôler les comptes Facebook, enfin, c'était ça, il y a 10 ans. Et aujourd'hui, 10 ans après, on est à il faut contrôler Internet, il faut contrôler les messageries. C'est-à-dire que on a déplacé le problème 10 ans après, et la mécanique qui consiste à dire il faut couper, il faut fermer, etc. Enfin, on a tous bien compris qu'on ne pouvait pas fermer, enfin, à moins d'être la République islamique d'Iran. Il faut des puissants VPN, mais on peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. La haute technologie. Et quand vous allez avoir, monsieur, l'intelligence artificielle qui se fracasse sur les cryptoactifs, on a intérêt à avoir des gens bien formés et à rendre leur métier attractif. Parce que c'est pas tout d'avoir des gens motivés à l'intérêt général, motivés chez Europol, motivés chez Interpol, motivés dans tous nos services. Encore une fois, je rends hommage une fois encore à l'ensemble de nos services. Il faut les garder. Parce que quand ils sont formés comme ça, à un moment ou à un autre, il faut pouvoir les garder. Donc il faut aussi l'attractivité de l'intérêt général. Et vous ne pouvez pas demander aux gens non plus de négliger leur intérêt personnel si on leur propose un job ailleurs dans des meilleures conditions. Donc si vous voulez, c'est pour ça que je vous dis qu'une vision globale est quand même particulièrement intéressante parce qu'elle permet d'essayer de ne pas régler un problème en créant un autre, etc. Je pense qu'il faut une feuille de route. Je pense qu'on verra les ministres pour leur proposer, et on va leur montrer notre rapport. Je pense qu'il faut une vraie feuille de route. Il faut s'y tenir. Mais la question que vous posez est tout à fait pertinente. Mais je crois qu'il y a beaucoup de formation aussi dans cette question. Bonjour, Thomas Lapointe, AEF Info. Justement, vous parliez à l'instant de l'attractivité des services enquêteurs sur ce sujet. Que recommandez-vous pour renforcer cette attractivité, étant donné que vous parliez d'un manque de moyens humains quand même assez important au sein de ces services? Mais je crains qu'il ne faille des campagnes d'attractivité pour ces postes, mais il faut pouvoir payer les gens. Enfin, je suis désolée, c'est très rudimentaire comme réponse. Mais enfin, si on a des gens impliqués dans la défense de l'ordre public, la défense de la République et de ses valeurs, qui sont techniquement très bons, il faut pouvoir les rémunérer à due concurrence et leur donner des perspectives de carrière. Enfin, c'est ce que veut n'importe qui. Et donc, quand vous allez avoir ce genre de pépites, nous, on l'a vu notamment chez Europol, mais à un moment, on nous a expliqué que même les services américains venaient voir comment ils détricotaient la blockchain, mais un jour ou l'autre, quelqu'un va lui faire une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Donc... ouais, peut-être juste... plus pragmatique. Non, pas du tout. Je confirme ce que vient de dire même la rapporteure, c'est-à-dire que rendre l'attractivité, ça passera évidemment par un intérêt supérieur pour celui qui travaille, mais on a des enjeux de formation, c'est important. Et ce que j'allais dire simplement, c'est que on parle d'un vrai changement de culture dans ce rapport, c'est-à-dire que à partir du moment où on rendra aussi à la lutte contre la criminalité financière ses lettres de noblesse, où on la mettra au cœur de toutes les luttes contre les criminalités, à ce moment-là, certainement, il y aura davantage d'attention portée sur ce sujet. Donc c'est vraiment un changement de culture aussi très profond, au-delà des simples mesures de rémunération ou de formation de nos services, des agents de nos services. Oui, il a tout à fait raison, le président, il a tout à fait bien vu. C'est d'ailleurs ce qui figure à de nombreux endroits dans le rapport, c'est de mettre l'aspect financier
des dossiers, des enquêtes, d'avoir ce partage de cette culture du dossier financier, c'est-à-dire de la dimension financière des dossiers traités par l'ensemble de nos services. Oui, il faut aussi, comme l'a dit la rapporteure, il faut interroger notre organisation actuelle. Plus de maillage, plus de cohésion et faire savoir que ça s'organise pour pouvoir attirer les compétences. Je pense que là aussi, puisqu'il nous faut muscler le système qui... Le travail en silo, on le voit, il n'y a pas suffisamment de partage d'informations, de cohésion pour lutter contre une activité qui va beaucoup plus vite que le développement normal. Une autre question peut-être aussi sur les saisies de la justice. Souvent, on constate un espèce d'antagonisme entre le préjudice, le montant du préjudice en cas de blanchiment et les saisies de la justice. Je vous donne un exemple très concret. Il y a 2 jours, il y a un réseau de blanchiment pakistanais qui a été démantelé par la brigade de répression contre la délinquance aux personnes. 10 millions d'euros de préjudice pour seulement 100 000 euros de saisie. Comment on fait pour augmenter les saisies judiciaires? Alors, je ne connais pas le dossier, mais on vient de parler d'enquête patrimoniale. Alors, je pense que les saisies ont été faites au moment de l'arrestation. Bon, alors maintenant, c'est l'enquête patrimoniale, c'est les réseaux, c'est les cryptos, c'est surtout les réseaux. Et l'enquête patrimoniale, s'il y a des biens immobiliers à qui ils appartiennent, là, ça fait faire partie de l'enquête. Mais je veux dire, les gens, il y a eu un réseau de trafic de migrants il y a quelques semaines à Roissy avec 11 millions de saisies. Mais les gens ne se promènent pas forcément avec 11 millions sur eux, ni 11 millions chez eux. Donc, ni 10 millions d'ailleurs. C'est déjà pas mal s'ils ont saisi au moment de l'arrestation 10 millions chez eux. Mais maintenant, c'est l'enquête patrimoniale dont je vous parlais tout à l'heure. C'est l'enquête patrimoniale pendant l'enquête et l'enquête patrimoniale post-sententielle quand ça arrivera. Et surtout, des moyens de saisie beaucoup plus rapides que des moyens un peu lents que sont les moyens dont disposent les magistrats en ce moment, à l'heure actuelle. Donc, ça suppose une connaissance. Vous voyez, par exemple, à Dubaï, enfin aux Émirats globalement, le cadastre est en ligne. Il est open data. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas 36 sociétés écrans pour un immeuble là-bas que ça. Enfin, ça suppose aussi de la coopération. Mais là, on est exactement dans le cas que je vous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois pendant l'enquête et après. Mais c'est un sujet extrêmement important. Tant qu'on ne tapera pas au portefeuille, évidemment, on n'arrivera pas à juguler cette criminalité qui est extrêmement endémique. Hein. Enfin, il faut bien vous rendre compte qu'elle est très pluridisciplinaire, très endémique, très rentrée dans les territoires et dans l'économie réelle, très gangrénant l'économie réelle de façon massive, avec des moyens en face qui malheureusement ne sont pas toujours à la hauteur pour des raisons matérielles. Sûrement pas la volonté des services, qui est vraiment remarquable. Juste pour ajouter un mot à la réponse que vient de faire Nathalie Goulet, d'abord ça dépend évidemment des actions judiciaires qu'on mène vis-à-vis de l'argent dans ce contexte, quoi. Et dans les juridictions de droit commun, dans les départements, etc., on s'aperçoit que cette activité économique et financière, finalement, elle est peu menée, faute de moyens, et notamment de moyens humains, de magistrats formés pour ça. On a une vraie difficulté autour de ça. Et après, juste un mot pour bien faire le distinguo entre les saisies et les confiscations. Et ce qu'il faudrait, c'est surtout augmenter les confiscations, qui rapporteraient pour le coup à l'État. Oui, mais Nathalie Goulet l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il y a le temps procédural qui est très long, et puis il y a le temps des criminels qui est souvent très court. On a là-dessus 2-3 propositions, en sachant que sur toutes ces questions, on a un dispositif que vous devez connaître aussi bien que moi, que le monde entier nous envie, qui est la présomption de blanchiment. Et ça fonctionne très très bien. Alors, on ne peut pas multiplier les présomptions comme ça, ni les présomptions de corruption, ni les présomptions de ceci et cela, parce que ça inverse la charge de la preuve et c'est un système qui nécessite d'être construit. Mais la présomption de blanchiment,
avec un meilleur partage des informations et une procédure peut-être un peu activée, à la fois sur les confiscations, mais aussi sur les saisies, donc une meilleure connaissance des patrimoines, je pense qu'on a quand même un arsenal là à améliorer dans des conditions qui ne me semblent pas infaisables, parce que beaucoup dépend quand même de l'échange d'informations. Alors, il y a une question en visioconférence. Bonjour, le rapport évalue dans un premier temps le coût du blanchiment à 58 milliards d'euros, puis dans un second graphe à une somme comprise entre 12 et 20 milliards. Comment expliquez-vous cette différence? Donc c'est Nessim Ben-Garbia du média l'AGFI. Oui, alors ça ne nous avait pas échappé. C'est parce qu'on a fait une petite décote, on a fait 30%, parce qu'il peut y avoir de l'intégration directement sans que ce soit franchement du blanchiment. Et donc on a fait une décote... c'est la fleur du mal qui est dans le... je vois très bien où c'est, ça ne m'avait pas échappé. Mais encore une fois, on a aussi là-dessus... c'est pour ça que le rapport ne s'est pas appelé 50 milliards qui gangrènent ou 50 milliards volés aux contribuables, ce qui est pas même le cas. C'est parce que les évaluations ne sont pas très bonnes. Donc en fait, il y a eu une décote par rapport à ce que disent les services. Parce que si on fait l'addition des pétales de cette fleur du mal, effectivement, on tombe... Je remercie le journaliste de son attention. Ça ne nous avait pas échappé, mais c'est parce qu'on a fait une décote de 30%. Par principe de précaution de l'administration. Mais pour moi, c'est au-delà de 50, hein, incontestablement. Donc, mais c'est sûr que c'est au-dessus de 50 milliards. C'est certain. Simplement, si vous faites un abécédaire entre les trafics d'êtres humains, tout le genre de trafic d'êtres humains, plus les migrants, le trafic d'or, la corruption, si vous ajoutez la fraude documentaire, les véhicules, l'or, on a aussi des choses formidables sur les pierres précieuses, etc. Enfin, je veux dire, c'est formidable. Le trafic d'or aussi. Bah, toi, tu es spécialiste de ça, c'est chez toi. Voilà, donc honnêtement, si on fait une addition, ça va être très très effrayant. Le mieux, c'est de comprendre que tous les secteurs sont quand même touchés. Et ça tourne autour du blanchiment qui utilise les réseaux de la délinquance financière et de la fraude fiscale. Voilà. Et de l'évasion. Je remercie notre interlocuteur en ligne de son attention. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, Président. Très bien. Écoutez, il me revient de conclure en vous remerciant pour votre présence ici ou en visio et en vous disant que nous sommes de toute façon à votre disposition ultérieurement pour toute question et tout échange que vous souhaiteriez avoir avec nous. Voilà, merci beaucoup. Merci encore à mes collègues à mes côtés et aux administrateurs aussi du Sénat. Merci.